Alors, bonjour à tous ceux qui voilà, nous ont rejoints quelques minutes avant le lancement du webinaire. Il est donc 9h27. On va commencer à 9h30, mais on souhaitait voilà, vous annoncer déjà la bienvenue pour vous installer tranquillement et qu'on puisse commencer à l'heure. Je vais le répéter à 9h30, mais on a eu donc plus de 800 inscriptions. Donc, merci déjà pour tous ceux qui se sont inscrits. Et on va commencer dans quelques minutes. Alors, je vais répéter les consignes, bien sûr, à l'heure officielle, hein, donc à partir de 9h30. Mais vous avez dans l'interface Zoom la possibilité voilà, de poser vos questions et vos réponses. Donc, on souhaite forcément un format le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement pour eh bien, interagir avec les intervenants. Bien, ben, je vois que de nombreuses personnes se connectent, c'est très bien. Alors. Bonjour Thibault, merci de ton message d'accueil. C'est bien donc ça permet de valider que le module fonctionne bien. Donc merci, merci à toi. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Donc il est 29, on va commencer dans une petite minute. Donc une nouvelle fois, encore merci à toutes et à tous de vous être inscrits. On va commencer à 9h30. Comme convenu. Bien, eh bien, il est 9h30. Une réunion virtuelle commence aussi à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir. Hein. Vous êtes, je viens de l'évoquer pour les personnes qui étaient déjà arrivées quelques minutes avant, vous êtes plus de 800 inscrits ce matin. Donc, cela montre bien, l'intérêt pour ce webinaire de Sim4Health. Vous voyez le titre bien, sur l'écran, comment réussir le retour en présentiel de vos réunions scientifiques, que ce soit bien sûr des RP, des EPU, des staffs, des cas cliniques et puis bien sûr toutes les autres formes à l'ère du digital, qui est bien sûr un sujet d'actualité et qui forcément au nombre d'inscrits montre que bien, ce sujet vous intéresse fortement. Donc je me présente, Jérôme Leleu, je suis le dirigeant donc, de Sim4Health, qui est donc une société qui est spécialisée dans la simulation numérique pour la formation des professionnels de santé. On recrée virtuellement des situations cliniques, on va le voir de manière détaillée tout au long de cette matinée. Et puis, bien, je suis également le dirigeant d'Interaction Healthcare spécialisé dans le domaine de l'e-santé. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec nos trois invités que je vais laisser bien sûr se présenter. Nous allons commencer bien sûr par toi, Emmanuel. Bienvenue, Emmanuel. Merci Jérôme, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Emmanuel Gouault et je suis en charge de la coordination scientifique et médicale chez Sim4Health. Voilà, donc Emmanuel qui forcément est au contact au quotidien avec les pôles de santé pour les programmes qu'on va vous présenter en détail. Nous avons également le plaisir d'accueillir François Benaïm. François, bienvenue pour ce webinaire et merci encore de votre participation. Merci Jérôme, bonjour à tous. Je suis François Benaïm, je travaille aujourd'hui chez Ipsen en qualité de responsable marketing digital et innovation. Et fort d'une bonne dizaine d'années d'expérience sur le sujet, je vais essayer de partager les bonnes expériences et peut-être les moins bonnes aussi.
Merci François, merci d'avoir accepté l'invitation et puis également voilà, ce parcours que nous faisons ensemble depuis pas mal d'années. Nous avons également la chance, puisque vous l'avez compris, hein, dans cette thématique, on va avoir des approches scientifiques, médicales, et donc il nous semblait important d'avoir le regard d'un médecin impliqué depuis très longtemps, d'une part sur ses relations avec les problèmes de santé, mais aussi pour l'intérêt des patients. Hein, c'est un élément qui est essentiel. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Thierry Marquet. Bonjour Thierry, et merci également, comme François, d'avoir accepté l'invitation. Et bienvenue. Bonjour Jérôme, merci, bonjour à toutes et tous. Donc, Thierry Marquet, je dirige le département de l'accès des patients à l'innovation chez Takeda, premier laboratoire japonais dans le monde, et vous savez à quel point les Japonais sont appétents pour les nouvelles technologies. Merci Thierry, et c'est vrai que votre fond d'écran, vous avez quand même trahi juste avant de commencer, et c'est toute cette touche japonaise est très agréable pour commencer ce webinaire. Donc merci encore à tous les trois. Alors vous l'aurez compris, hein, sur la thématique, on a souhaité être sur un format qui est relativement court, hein, on est sur 45 minutes. Vous avez bien sûr en présence d'un événement qui est live, hein, donc ce n'est pas enregistré, et donc c'est pour ça que l'interactivité est importante. Vous l'avez à l'écran, ce sont la possibilité de poser pour vous les questions et les réponses. Donc, n'hésitez pas, on va bien sûr avoir un temps d'à peu près 5 à 10 minutes à la fin pour poser des questions. Bien sûr, n'hésitez pas, vous êtes, comme je vous l'ai dit, plus de 800 inscrits aujourd'hui, donc il y aura certainement des questions qu'on ne pourra pas traiter directement, mais l'équipe de Sim4Health que je remercie, Victoire qui a donc organisé l'ensemble de l'événement, ainsi que Clément Canic, avec qui vous avez été en contact avec beaucoup de clients, pourront répondre bien sûr à vos questions. Le replay sera disponible puisque bien sûr beaucoup de personnes ont parfois un planning qui va changer au dernier moment ou souhaitent le partager à certains collègues. Et puis chez Sim4Health, vous le savez, on organise chaque année un événement assez important, un Sim4Talk qui permet de réunir là sur une période beaucoup plus longue beaucoup de témoignages. Là, on est sur un format plus court, une thématique, et donc vos retours sur cette situation et sur également les thématiques que vous aimeriez aborder seront importantes pour nous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque comme vous l'avez vu dans l'invitation qui a été adressée, on sait qu'on sort d'une période qui a été bien sûr difficile pour tout le monde, que cette période donc, de pandémie de la Covid-19, qui, même si elle n'est pas terminée, on voit un retour depuis maintenant quelques semaines au présentiel, une volonté bien sûr de pouvoir se rencontrer, de pouvoir continuer ces échanges, notamment dans le cadre de ces réunions scientifiques qui est le cœur de notre matinée. Et on souhaitait un élément qui est important pour vous tous, c'est bien sûr la donnée, la data, et surtout ce qu'attendent aujourd'hui les pôles de santé, donc sur quel élément. Et donc on a le plaisir avec Emmanuel et Thierry de vous laisser la parole pour nous présenter les résultats d'une enquête qui, à mon avis, sera intéressant pour tous les participants. Emmanuel, Thierry, je vous laisse commenter cette enquête. Merci Jérôme. Oui, en effet, nous, Sim4Health, ça fait maintenant 6 ans qu'on existe et qu'on développe des solutions digitales qui sont destinées aux professionnels de santé, à la formation des professionnels de santé. Et dans ce contexte-là, on collabore depuis de nombreuses années avec Vidal. Et on a eu la chance que Vidal nous partage aujourd'hui les résultats d'un questionnaire quantitatif qu'ils ont adressé aux médecins utilisateurs. C'est une enquête récente puisqu'elle a été réalisée en mars 2022 sur un échantillon assez important de 714 répondants, toutes spécialités médicales confondues. Et au sein de cette enquête, on a eu l'opportunité d'intégrer une question de sondage spécifiquement sur la simulation numérique qu'on vous partagera en exclusivité un petit peu plus tard. Donc, au niveau des résultats de l'enquête, on va se concentrer aujourd'hui sur 2 questions principales. La première, concerne les principaux dispositifs d'information médicale qui sont présents encore aujourd'hui dans la pratique des médecins. Alors, on sait qu'on a traversé 2 années un peu compliquées avec la crise sanitaire qui ont un peu rebattu les cartes. Et on s'aperçoit que les webinaires, les e-learning sont des formats aujourd'hui qui sont extrêmement utilisés et qui prennent une part extrêmement importante
de la formation médicale, avec plus de 2/3 du temps d'information qui est réalisé en ligne aujourd'hui. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que malgré les difficultés à mettre en place et à conserver des réunions présentielles, les formations présentielles de type staff et les congrès nationaux en présentiel restent des éléments extrêmement importants auxquels les professionnels de santé sont très attachés. D'autre part, au niveau des principaux critères de choix pour les formations médicales, ce qui est retenu de façon majoritaire, c'est d'abord le contenu. Les professionnels de santé attachent une importance majeure à la qualité scientifique, médicale du contenu qui leur est proposé. Les orateurs, bien sûr, quand il s'agit de réunions animées par des orateurs, l'expertise, le crédit d'un contenu qui est proposé, là aussi, extrêmement important. Et enfin, des éléments qui sont plus sur de la forme ou du confort d'accès à ces solutions-là, notamment la durée qui doit être relativement courte, étant donné que les médecins, professionnels soignants sont extrêmement sollicités aujourd'hui. Et donc, il est nécessaire de proposer des solutions efficaces sur une durée suffisamment courte pour qu'on puisse y accéder facilement. Et la disponibilité en ligne, qui est devenue un élément essentiel pour favoriser justement l'accès et le partage de ces informations. Merci Emmanuel pour ces premières informations fournies dans le cadre de cette enquête, et merci également à Vidal, le partenaire, d'avoir bien proposé également ce contenu. Avant que tu nous parles de la simulation numérique en tant que telle, c'est le but et le format en fait de ce webinaire, c'est d'avoir aussi le retour d'expérience et la vision. Alors bien évidemment, on parle des plans de santé. Je pose la question au docteur Marquet en premier lieu. Vous avez bien sûr un regard expérimenté depuis de longues années avec ces relations avec l'écosystème des points de santé, mais aussi un regard en tant qu'acteur au niveau international. Et lorsqu'on a préparé ce webinaire, vous aviez une vision qui dépasse même celle de la France. Et donc, on aimerait, voilà, Thierry, avoir votre retour sur eh bien, ces éléments factuels donnés dans le cadre de cette enquête. Oui, Jérôme. Emmanuel vient de nous montrer quelque chose de très important. Nous sommes en plein virage digital. Et donc, la question que nous avons tous et que nous partageons ici, c'est comment négocier ce virage. Parce que, évidemment, on voit bien que c'est le moment où, dans notre pays, se passe vraiment quelque chose concernant, en particulier, l'appétence de mes confrères médecins pour ces modes de médiation virtuels ou digitaux. Notre webinaire tombe au bon moment. On vient de créer avec le LEM l'Académie du digital, je tiens à le souligner et à en faire l'information ici. Et cette Académie digitale, elle naît et elle a eu le label de la présidence française de l'Union européenne. Donc c'est dire à quel point notre pays veut s'inscrire dans cette dimension de modernité. Alors, comment envisager de réussir le retour? Là, ce qu'on a comme enseignement, en fait, par les docteurs, et en particulier dans la science, je vois deux effets, en particulier sur cette cible des médecins, j'entends au sein des professionnels de santé. D'abord, un effet période. Effectivement, c'est un effet conjoncturel post-pandémie qui a totalement bouleversé notre univers et donc accéléré le questionnement sur l'usage du virtuel, du digital, et des nouvelles habitudes se sont inscrites. Et je crois que certaines d'entre elles se sont tellement inscrites qu'on ne reviendra pas en arrière. Je vois évidemment un certain nombre de choses concernant les 2/3 du temps de l'information réalisée en ligne. C'est considérable. Et effectivement, beaucoup de nos activités en tant qu'entreprise du médicament et entreprise d'industrie de santé, effectivement, vont s'en voir, ou sont déjà d'ailleurs, bouleversées. Donc, on voit bien que beaucoup de choses ont déjà été digitalisées, nos stand-alone, les médecins, en particulier les experts, aiment beaucoup les boards maintenant sur le plan virtuel. Pourquoi? Parce que ça leur fait gagner beaucoup de temps, in fine, en particulier en déplacement. Mais on voit aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils veulent du mixte, ils veulent du panaché, et en particulier sur les congrès. Les congrès ne veulent pas les abandonner complètement
au virtuel. Ils veulent garder du présentiel parce que d'abord, beaucoup de choses se passent dans le présentiel en off, dans les congrès entre les médecins. Et puis également, dans tout ce qui est RP et staff, ils veulent aussi du panaché, ils veulent se voir physiquement, mais aussi utiliser les outils numériques. Et puis le deuxième effet, c'est l'effet cohorte. Et ça, c'est très important parce qu'on voit deux choses, et je viendrai au sujet international. D'abord, l'âge. Je pense qu'il y a un cut-off d'âge sur l'appétence des médecins. Nous, on l'a mesuré sur le plan international. Entre 35 et 40 ans, il y a une bascule. C'est-à-dire, avant 35, il y a une vraie appétence pour ces modalités nouvelles. Au-delà, c'est un peu plus compliqué. Et vous savez que la moyenne d'âge des médecins français est de 55 ans. Donc, il y aura une montée en puissance et une montée en charge, effectivement. Le deuxième, pour cet aspect digital friendly, d'être appétant pour ça. Et puis, la deuxième dimension est culturelle. Donc, sur le plan international, la France n'est pas en avance. Et donc, elle a beaucoup de progrès à faire pour aller vers le digital. Des pays sont beaucoup plus appétants. On a vu par rapport à la crise, par exemple, un pays comme le Royaume-Uni bondir en termes d'appétence pour le digital, au point que avant le Covid, c'était seulement 12% des relations avec la pharma qui se faisaient par digital. Pendant le Covid, ça a bondi à 47%. Et après Covid, ça reste fixé à plus de 55%. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie transformation. Et c'est vrai aussi en Italie qui est plus proche de nous culturellement. C'est pareil, le différentiel est extrêmement important. On passe de 23 à 43% pendant la période Covid, et ça se fixe en post-Covid à 54% du souhait et des interactions de manière virtuelle ou mixte. Donc, très clairement, il y a un contexte qui change. Il y a en plus des impulsions gouvernementales. La France a décidé d'être un leader en Europe sur le plan des investissements en santé, en e-santé numérique. Mais, et je finirai là-dessus, Emmanuel l'a dit, c'est une question de bande passante. Vous savez que l'unité la plus précieuse pour un médecin, qu'il soit hospitalier, qu'il soit libéral, qu'il soit mixte, c'est le temps. C'est le temps qu'il donne, c'est le temps de précieux temps, en particulier clinique. Et au milieu d'un bouleversement, puisque la téléconsultation a aussi déboulé l'usage du virtuel pour la relation singulière entre le médecin et le patient, eh bien, c'est comment j'optimise mon temps, quid de l'attention, moi qui suis un cognitiviste, un spécialiste de la cognition, quid du temps de l'attention de qualité que l'on peut donner, et en particulier avec ces modalités virtuelles. Vous savez, et ça restera toujours la même dimension, on peut être abonné, je vais vous donner un exemple, à Netflix, vous avez votre box Orange, vous avez Amazon qui vous propose des programmes télé, vous avez 350 chaînes, vous ne choisirez toujours qu'un seul programme. C'est celui qui vous plaît, c'est celui qui vous intéresse. Et donc, malgré la multitude de l'offre, eh bien, clairement, il faudra apporter du contenu, des orateurs de qualité, c'est toujours aussi quelque chose qui attire ça, et bien entendu, essayer de travailler sur le retour d'expérience des médecins vis-à-vis de ces nouveaux usages. Un grand merci Thierry pour, d'une part, les éléments factuels et les chiffres que vous avez donnés qui sont extrêmement intéressants et qui montrent aussi le changement d'habitude. Et puis, comme vous venez de le souligner, qui évoque bien un point, je pense qu'on partage, qui est bien sûr cette notion de contenu, comme l'a souligné Emmanuel. Mais en préparant eh bien, ce webinaire ensemble, il y a un mot qui est revenu très fortement et qui tient à cœur, je sais, François, et vous l'avez également souligné, Thierry, c'est le terme d'hybridation.
Alors, ce sont souvent des nouveaux termes, on va dire, pendant la Covid et post-Covid. Et je sais que François, vous êtes au sein de DeepSend avec les équipes avec lesquelles aussi on a pu collaborer, très vigilants sur cette hybridation, mais aussi la qualité de l'organisation de cette hybridation. Est-ce que vous pouvez donner votre retour peut-être sur également cette enquête et puis ce qui vous a animé au sein de DeepSend? Oui, oui, bien sûr. Alors, évidemment, je vais aller dans le sens de ce qui a été dit par Thierry et Emmanuel. Et ce qui est intéressant, au-delà des études qui montrent clairement des tendances, c'est aussi de corréler ces éléments avec le terrain. Écoutez ce qui se passe sur le terrain. Donc, chez Ipsen, on est en médecine de spécialité, donc particulièrement à l'hôpital. On n'est pas présent en ville. Et c'est vrai que en qualité de responsable digital, c'est toujours très intéressant d'aller discuter avec nos délégués et nos MSL qui organisent au quotidien ce type d'événement pour en fait sentir des tendances quand même qui se dégagent. C'est vrai qu'on est à 2 ans de crise. J'ai envie de dire qu'on est en train de sortir de la crise et il y a des habitudes qui s'installent. Donc, c'est vrai que d'une part, les médecins nous disent qu'ils ont la volonté de se voir en présentiel. L'interaction face-face reste plus importante et très demandée, hein. Et je pense que tout à chacun, on préfère également se voir plutôt que de passer du temps à distance. Et pour autant, on voit quand même des habitudes qui s'installent, c'est-à-dire que la possibilité d'assister à un événement à distance reste quand même quelque chose d'intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est une question de logistique. Un médecin qui est très pris, on l'a dit, le temps est une notion très importante. Et c'est vrai que quand on peut organiser un staff entre midi et 2 ou après 18 heures, voire 19 heures en fin de journée, ça donne une opportunité aux médecins de pouvoir se connecter à distance. Donc, c'est vrai qu'on va aller de plus en plus vers une offre de réunion qui va devoir être hybride. Donc, le maître mot, c'est finalement de s'adapter à nos clients et c'est quelque chose qu'on a toujours fait et qu'on va continuer à faire. Après, avec de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Le premier challenge que je vois, c'est que l'organisation d'un meeting en hybride, on l'a vu en termes d'animation, de contenu, sur des aspects de fond et de forme, c'est un tout autre challenge. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc, il y a des gestes techniques et d'apprentissage qui sont beaucoup plus importants. Donc, ça, c'est un premier défi. Et chez Ipsen, il y a un deuxième défi qui nous anime de plus en plus et qui est lié en fait à une initiative qu'on a menée récemment, c'est de calculer finalement le bilan carbone de toutes nos activités. Et il est évident qu'aujourd'hui, organiser uniquement en présentiel des événements représente un poste très important en termes de bilan carbone. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers aussi une responsabilité, une responsabilisation dans l'organisation de ces meetings-là. Et comme le rappelait Thierry, faire la différence effectivement entre un congrès qui reste quelque chose, un événement sacré pour une rencontre en face-face versus d'autres types de meetings où là, passer en hybride, voire en 100% digital est fortement à évaluer. Merci François pour ces compléments et puis également peut-être ces notions presque RSE et qui vont au-delà de la dimension scientifique, mais qui sont, à mon avis, également des éléments éthiques qui sont attendus également des points de santé. Merci à vous deux. Emmanuel, on a, grâce à Vidal, la possibilité d'avoir une thématique un peu plus exclusive sur la simulation numérique. Je te laisse nous présenter les résultats. Oui, tout à fait. Effectivement, on a eu la chance de pouvoir intégrer une question sur la connaissance de la simulation numérique en santé, notamment avec des patients virtuels par les médecins aujourd'hui, donc au mois de mars 2022. Et on a été assez surpris en fait de constater que 3/4 des médecins ne connaissent pas la simulation numérique en santé. Assez surpris parce que Thierry l'a dit, on est dans une époque qui opère un virage digital. Après, effectivement, cette technologie reste une technologie innovante qui mérite d'être déployée à une plus large audience. Et simplement pour repositionner la simulation numérique en santé dans son contexte, effectivement, les professionnels de santé, les médecins connaissent bien la simulation en santé, puisque pour la plupart, ils ont été formés
sur des mannequins, notamment pour des techniques procédurales, sur des patients standardisés également, qui se développent de plus en plus, que ce soit pour le raisonnement clinique, pour la procédure aussi, des simulations haute fidélité. Et c'est dans ce contexte-là que se positionne la simulation numérique, à la fois en formation initiale et en formation continue. Et ces 3/4 des médecins qui ne connaissent pas encore la simulation numérique, effectivement, ça nous a assez étonnés, d'autant que pour toutes les raisons qu'on a évoquées plus tôt, à la fois des raisons de contenu, de durée, d'accessibilité, de confort, d'accessibilité à ces solutions-là, méritent effectivement d'être déployées à une plus large audience. Merci Emmanuel pour ce point. On profitera de ce webinaire pour évoquer eh bien, notre stratégie. Vous savez, depuis 6 ans, depuis que la simulation est créée, on a cette démarche de pédagogie et de vulgarisation autour de la simulation numérique. Donc, on voit qu'on est sur une nouvelle tendance pédagogique qui nécessite forcément beaucoup d'informations. Et on en reparlera avec toi pour eh bien, un événement, on parle toujours de présentiel, au mois de septembre prochain, et peut-être également donner un cadre de la simulation numérique sur des exemples très concrets. C'est le but de ce webinaire, d'avoir la vision d'acteurs comme celle de Dr Marquet et de François Benaïm et bien sûr de toi Emmanuel, et puis également des exemples très concrets et d'actualité, puisqu'il y a maintenant quelques semaines, dans le cadre de l'opération Mars Bleu, vous savez, qui permet également de sensibiliser sur le dépistage, notamment du cancer colorectal, des outils de formation utilisant cette fameuse simulation numérique avec ce patient virtuel, on va en parler dans quelques secondes, et qui est diffusé notamment là avec le CHU de Bordeaux, avec lequel on a développé de nombreux simulateurs. On avait déjà fait au moment de la Covid-19, qui avait donc accueilli le premier patient atteint de la Covid-19. Donc, on essaye au sein de Sim4Health de trouver ces thématiques qui sont les plus concrètes dans le parcours de soins au quotidien pour les patients et les problèmes de santé. Alors, toujours dans cet esprit de pragmatisme, on souhaitait donner la parole de nouveau à François Benaïm sur un programme que nous avons initié ensemble pendant la Covid. Donc, ça montre aussi que pendant cette période où il y a eu beaucoup de questions, notamment au sein des laboratoires pharmaceutiques, que ce soit les équipes marketing, les équipes d'innovation, les équipes scientifiques, médicales, comment on peut imaginer un dispositif. Donc, dans le cas présent, PACO-KD, je vais vous laisser, François, nous décrire, mais peut-être pour toujours cet esprit de pédagogie, vous partager juste avant, c'est quoi la simulation numérique dans le cadre de réunion. Et là, on a une petite vidéo que je vais vous passer dans quelques secondes. Bien, alors François, je vais vous laisser la parole. On l'a vu avec cette vidéo, avec notamment notre plateforme Medicactive qui a déjà formé, on a dépassé le cap des 150 000 professionnels de santé formés dans le monde. Ça confirme également l'approche d'hybridation. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner ce retour d'expérience sur ce retour présentiel, puisque même s'il a été imaginé pendant la Covid-19, le retour s'est fait il y a maintenant que quelques semaines, et je pense que votre témoignage est attendu. Alors effectivement, c'est pas la première fois qu'on travaille avec Sim4Health. J'ai déjà eu des expériences par le passé, et on continue. Donc c'est que tout se déroule bien. Et effectivement, ça répond à un besoin. On en a parlé tout à l'heure de l'importance du fond, l'importance du contenu.
qui s'applique en fait ici donc, à une ERP où nous travaillons en fait sur deux cas, sur deux cas cliniques, un sur le cancer du rein et un sur le cancer de la prostate, et qui vise des audiences de plusieurs disciplines, donc oncologues, urologues et radiothérapeutes. Donc vous savez, en réunion de concertation multidisciplinaire, donc en RCP, parce qu'on adore les acronymes dans la pharma. Et effectivement, l'essence même de ce type de réunion, c'est l'échange entre les praticiens, donc autour d'un cas clinique. Et plutôt que de le faire de manière assez classique, comme on avait l'habitude de le faire, donc avec un, deux ou plusieurs orateurs sur des slides PowerPoint, on a souhaité faire quelque chose de beaucoup plus immersif, donc utiliser ces approches de simulation numérique avec Sim4Health, et donc le développement de ces cas-là. Et donc effectivement, c'est les premiers retours qu'on a, puisqu'on démarre le programme, c'est clairement des invités, des professionnels de santé qui nous font ce retour que cette approche est plus innovante, évidemment, que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, ça renvoie évidemment une image assez positive, pardon, du laboratoire. Mais autour de ça, on remarque également que cette approche, alors évidemment couplée à une bonne animation, donc une bonne maîtrise aussi du cas clinique en simulation numérique, permet vraiment des échanges beaucoup plus productifs et beaucoup plus poussés. Donc, ça permet d'aller un cran plus loin dans les échanges par ce moyen interactif et immersif. Donc, pour le moment, c'est une vraie réussite. Après, comme je le disais, il y a aussi plusieurs challenges qu'on relève, et je pense que de meeting en meeting, on devient meilleur parce qu'il y a une installation technique à effectuer, que tous les participants sont équipés de tablettes, donc il faut l'anticiper, qu'il y a une certaine maîtrise de l'environnement. Mais voilà, c'est pas des défis qui nous font peur, puisque la récompense est quand même là à la fin, avec une satisfaction avérée de nos professionnels de santé. Alors, merci François pour ce premier retour d'expérience. Vous avez cité deux éléments importants: l'interdisciplinarité, puisque dans le cadre de ces réunions, on sait que cette prise en charge, elle est bien sûr beaucoup plus complexe, notamment avec le développement des pathologies chroniques. Mais Thierry, quand on a préparé eh bien, ce webinaire, je sais que vous avez beaucoup réagi en tant que médecin sur une dimension importante, qui est notamment ces RCP. Peut-être nous détailler aussi un peu cette approche, mais on parle des retours que nous avons au dehors des projets avec Ipsen, c'est également ces RCP quasiment virtuels. Est-ce que vous pouvez nous donner votre retour en tant que médecin? En fait, depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, les médecins aiment se retrouver et échanger entre pairs. Voilà. Donc, la collégialité est extrêmement importante. C'est pour ça qu'il faut garder aussi cette hybridation, c'est-à-dire le fait qu'ils soient ensemble. Voilà. Mais en même temps, partager les choses, échanger, c'est par exemple ce qui s'est incarné de manière très officielle au travers des réunions de concertation pluridisciplinaire en oncologie, mais pas seulement, en neurologie, autour de la sclérose en plaques, la chirurgie bariatrique, enfin, toutes ces dimensions-là. Maintenant, on doit passer, même de manière obligatoire, par ces réunions de concertation pluridisciplinaire avec un objectif extrêmement clair, c'est proposer un programme personnalisé de soins du patient. Et c'est ce que ces réunions hybrides peuvent proposer de manière virtuelle, en dehors effectivement du colloque tout à fait particulier avec le patient, mais en même temps, ces échanges, ces moments d'échange entre médecins sont précieux. Et ce que je vois de puissant, en particulier au travers du digital, c'est en particulier tout ce qui tourne autour de l'imagerie, du paraclinique, de la biologie, du partage, de l'interprétation d'examens comme un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme, une imagerie par résonance magnétique, même des technologies plus avancées avec de l'IRM fonctionnel.
les médecins ont besoin de ça. Ils ont besoin de rentrer aussi dans une forme de modernité en termes de médecine. Hein. Et je pense que de les faire rentrer dans une modernité de la médecine, de les remettre ensemble à niveau en partageant, c'est très intelligent de le faire avec effectivement les outils de la modernité. Merci Thierry, et n'hésitez pas, hein, on l'a évoqué au tout début de la réunion et du webinaire, vous avez donc l'espace questions et réponses, hein, on va arriver d'ici quelques minutes à la possibilité de pouvoir interagir. Je voulais revenir, François, sur un élément qui est important. La thématique de ce matin, c'est comment réussir le retour en présentiel et peut-être avec un momentum qui est nouveau et notamment de pouvoir avoir ce moment de rencontre avec l'interactivité qui a été soulignée, avec l'hybridation qui est souhaitée, mais aussi des moments peut-être pour consulter ces contenus scientifiques différemment. Et moi, j'aimerais que vous puissiez nous parler de votre initiative et que vous avez intégré avec ce programme PACO 4D dans la globalité de ce que propose Ipsen, notamment dans votre nouveau portail dédié aux produits de santé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, c'est aussi quelque chose que peut offrir l'expérience Sim4Health avec la plateforme Medicactive, c'est mettre les contenus de formation à disposition des participants et au-delà. Donc, dans la mesure où on souhaite prolonger l'expérience et communiquer des contenus autour de ces cas à d'autres professionnels de santé qui n'ont pas forcément eu l'occasion de se rendre à l'ARP, c'est aussi possible. Et c'est aussi toute l'expérience et le service qu'on souhaite mettre en place autour de ces réunions. Donc, vous avez le moment de la réunion qui est le temps fort. Et c'est vrai qu'on s'efforce de travailler également en termes d'expérience utilisateur sur le moment qui va être avant la réunion, mais aussi et surtout après la réunion. Donc, c'est aussi très, très important de pouvoir animer les moments post-réunion, surtout quand ils ont été forts en termes d'échange, puisque là aussi, il y a beaucoup de demandes de pouvoir prolonger, de pouvoir retrouver ces contenus pour continuer ces échanges qui ont été très intéressants pendant le meeting. Donc, pouvoir retrouver ces contenus d'une certaine manière à travers un portail, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, avec la cible de pouvoir proposer ce portail de service d'ici quelques semaines. Mais voilà, avoir toute une expérience digitale intégrée, c'est quelque chose sur lequel on travaille fortement. Très bien, merci François. Et pendant que vous parliez, on a pu diffuser également quelques photos de ce qu'est une réunion qui se fait généralement le soir, hein, pour réunir donc les médecins. Et vous voyez donc l'usage en fait d'outils numériques. Et on a parlé de beaucoup de données pendant cette matinée. L'expérience que nous avons avec Sim4Health depuis de nombreuses années, c'est que quasiment 30% du temps est dédié sur ces interfaces comme ici l'iPad, mais que 70% du temps de cette réunion est dédié aux échanges et de pouvoir en fait s'appuyer sur l'outil digital. Et ça, je sais que François et Thierry, ainsi qu'Emmanuel, on a beaucoup parlé dans notre préparation. On sait très bien que le digital n'est qu'un outil, n'est qu'un média qui va permettre de valoriser le contenu et bien sûr l'interactivité et les sujets de fond qui intéressent les médecins. Alors, en conclusion, pour pouvoir avancer, on a parlé bien sûr de cette hybridation. Je vais parvenir, ça a été beaucoup abordé, mais aussi l'expérience utilisateur. Et je sais que François, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et quand on parle d'expérience utilisateur, elle intègre également bien sûr les besoins, les attentes des points de santé, mais aussi dans l'expérience la plus simple. Thierry, vous avez souligné le fait qu'il y ait peu de temps et donc il faut être extrêmement vigilant, et c'est ce que nous faisons au sein de Sim4Health pour permettre un accès le plus simple, comme on peut le faire sur d'autres types de plateformes. Et donc, il faut pouvoir adapter selon le présentiel, le distanciel, les congrès, et bien sûr aussi en toute bien sûr autonomie. On va le voir dans quelques secondes. Toujours pour donner aussi de la profondeur par rapport à ces réunions scientifiques et puis également à cette possibilité de pouvoir donner plus de contenu. Peut-être, Emmanuel, te laisser nous présenter en 1-2 minutes ce projet de plateforme des maladies rares
qui a été porté donc avec Coalition Next, avec 4 partenaires, dont Ipsen et Takeda. Donc, je sais que François et Thierry, c'est un sujet qui vous tient à cœur, ainsi que 2 autres partenaires que vous voyez à l'écran, donc Novartis et Pfizer. Est-ce que, Emmanuel, tu peux nous en parler rapidement? Oui, alors très rapidement, effectivement, on va déployer courant de l'été une plateforme dédiée aux maladies rares avec pour objectif de sensibiliser les professionnels de santé du soin primaire non experts à ces pathologies pour réduire l'errance diagnostique. Et donc, cette plateforme sera accessible en ligne, gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour justement donner une accessibilité, une facilité d'accès à ce contenu. Et le premier simulateur qui sera déployé sera sur la thématique de la culture du doute, donc avec pour objectif de sensibiliser à élever la curiosité des professionnels de santé face à des profils atypiques avec des symptômes un peu frustres, pour justement favoriser le diagnostic de ces patients qui restent trop longtemps en nomadisme médical. Bien, merci Emmanuel. Et pour aller dans le sens de ton propos, hein, le premier socle sur lequel tu travailles ardemment avec l'équipe, et bien sûr cette culture du doute qui pour nous est un élément vraiment essentiel, et d'autres qui viendront dans l'année à venir. Alors, avant de passer maintenant aux questions-réponses, on voulait toujours dans cet esprit de vous donner des éléments très concrets et pratiques sur ce retour au présentiel. Thierry, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, un élément important des médecins, c'est bien sûr le retour au congrès. Autant peut-être sur certains boards, comme vous l'avez également rappelé, on va peut-être plus se déplacer pour une réunion de 1 heure ou 2, même si elle est extrêmement intéressante, parce que les outils numériques le permettent. Par contre, le congrès, qui se passe souvent sur plusieurs journées, est un moment aussi où on va pouvoir échanger, rencontrer. On souhaitait vous annoncer dans le cadre de ce webinaire un partenariat que nous avons mis en place avec la revue du praticien. Donc, je voudrais remercier le docteur Trébuc que vous voyez en photo, qui est un des contributeurs du projet que Emmanuel va vous évoquer. Nous serons donc présents à ce moment. Donc là aussi, Emmanuel, un projet que tu pilotes avec passion pour octobre prochain. Est-ce que tu peux nous en parler également? Oui, effectivement, on sera très heureux d'être présent en partenariat avec la revue du praticien au JNMG le 13 et 14 octobre 2022, donc les Journées nationales de médecine générale, pour animer des ateliers de simulation numérique. Donc, on va avoir un espace dédié à la simulation numérique, à la fois en réalité virtuelle, à la fois sur écran, avec les patients virtuels qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. On parlera à la fois de la plateforme Maladies Rares que j'ai évoquée rapidement tout à l'heure, mais aussi d'un simulateur de prise en charge d'un patient avec une hypertension artérielle qui a été développé avec le docteur Claire Mounier-Veillé, qui est cardiologue à l'Institut Cœur-Poumon du CHU de Lille. Donc voilà, on est très heureux d'être présent sur cet événement pour le mois d'octobre. Et qui correspond, Emmanuel, une réponse de l'étude et l'enquête de Vidal sur la connaissance de la simulation. On sait que le professeur Mounier-Veillé est un point de santé très impliqué également dans la prévention et des innovations aussi également qui sont proposées. Et donc, je pense que ça contribuera à sa diffusion. Et ce qui me permet, par rapport avant de passer aux questions-réponses sur l'étude, l'enquête Vidal, vous dire, je crois qu'il y a une question qui a été posée à ce sujet, qu'elle sera diffusée par Vidal avec également son partenaire Atao. Donc, je salue une nouvelle fois Thibaut qui nous avait fait un petit message de bienvenue à ce webinaire. Donc, merci également à vous deux pour cette diffusion. Et avant de passer la parole à vous tous, donc n'hésitez pas à reposer vos questions sur les questions-réponses. L'aspect également concret que tu viens de décrire, Emmanuel, on l'avait déjà vu avec l'Institut français de radiologie, où vous voyez la possibilité d'avoir des espaces numériques pour découvrir ce qu'est la simulation numérique, comment on peut donc prendre en charge des patients. Et on finira sur ce point. Un des sujets principaux aujourd'hui que nous avons avec Emmanuel et toute l'équipe, notamment Eya Chemli, qui est chef de projet chez nous et qui pilote également ces projets, de pouvoir également former les pôles de santé, mais également aussi accompagner les patients
dans les projets. De plus en plus de patients sont impliqués dans la création de ces simulateurs. Et donc, ça sera certainement un des sujets qu'on pourra vous aborder dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Donc, écoutez, on a tenu le timing pour vous permettre de poser les questions-réponses. Thierry et François, bien évidemment, vous allez être sollicités pour y répondre. Et n'hésitez pas aussi à poser vos propres questions. Et encore, merci à vous trois pour vos brillantes interventions. Donc, c'est à vous. Alors, on a les questions qui ont été posées. Alors, je vais voir si on a tous les éléments. Alors, je vois que merci. Alors, merci encore à Victoire pour son organisation et les questions qui sont données. Alors, une première question pour vous, Thierry. Bonjour, Monsieur Marquet. Pouvez-vous nous partager la source de votre étude sur les interactions digitales avec les points de santé avant, pendant et après le Covid, notamment sur ces chiffres. Voilà. Oui, très simple. C'est une étude tout à fait récente de PwC, qui a été publiée et qui s'est attachée à interroger plus de 500 médecins sur 4 pays, très essentiellement UK, Italie, Japon, et puis également l'Allemagne. Voilà. Très bien. Emmanuel, une question pour toi qui a été posée par Tech2Med, donc l'équipe de Franck que je salue également. Bonjour, est-ce que l'outil de formation intégrera sur les maladies rares, MR, je présume que c'est pour maladies rares, intégrera la notion d'anamnèse assistée ou de différenciation diagnostique? Alors non, ce n'est pas prévu à date sur les simulateurs qui seront déployés, les premiers modules de formation qui seront déployés sur la plateforme. En revanche, c'est vrai que c'est intéressant, mais pour l'instant, sur ces premiers simulateurs-là, on va être vraiment sur des simulateurs patients virtuels avec un contenu scénarisé pour sensibiliser, comme je le disais tout à l'heure, le soin primaire. Donc, on ne sera pas forcément dans l'anamnèse et la différenciation diagnostique. En revanche, on sera beaucoup dans la connaissance de l'environnement, de l'écosystème des maladies rares et des ressources qui sont disponibles. Merci Emmanuel. On a une autre question de Grégory Maubon que je salue également. Je vois que l'écosystème des acteurs de la santé et de l'e-santé ont répondu présent. Merci à vous tous. Donc, au cours du panel sur la santé de l'aval virtuel, les intervenants ont fait une grosse différence entre la maturité, entre les technologies immersives des points de santé qui augmentent et celles des institutions comme les ARS, les hôpitaux ou les cliniques qui stagnent. Je demande si vous partagez les mêmes observations. Alors Grégory, merci pour la question. J'ai publié sur LinkedIn, j'essaie régulièrement de donner mon point de vue un peu sur ces évolutions en termes de santé et de technologie. Vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui de métaverse, donc d'une sorte de monde parallèle numérique qui permettrait de pouvoir diffuser notamment des contenus en réalité virtuelle. Je partage, Grégory, bien sûr, ce point de vue. Je l'avais exprimé dans ce post sur LinkedIn en se disant que c'est notre rôle en fait d'apporter ces nouvelles innovations et vous le voyez, je pense que François et Thierry l'ont parfaitement souligné dans le côté très, très concret des technologies qui sont diffusées. Vous avez vu que c'était sur des tablettes, parfois sur des ordinateurs, donc des supports, on va dire maintenant très connus des points de santé. Dans le cadre de la réalité virtuelle, elle permet un vrai apport dans la partie pédagogie, sur notamment les process. Et donc, nous, on a un très beau retour. Vous savez qu'au niveau de SimForest, on a également des contenus, des simulateurs, des produits que nous avons et que nous diffusons. Par contre, il est clair que la diffusion technologique, matériel, et ça François, on en a beaucoup parlé en préparant ce webinaire, c'est évident que c'est un des sujets sur lesquels il faut accompagner, il faut donner beaucoup d'attention sur la diffusion dans les hôpitaux, avec les services informatiques, avec l'équipement du matériel. Donc je pense qu'il ne faut pas être dans une sorte d'euphorie technologique, il faut le faire avec beaucoup de compréhension des attentes, des besoins pour que ça puisse être fait. Donc je pourrais peut-être, si j'en ai le temps, vous remettre le lien du post qui répond également, Grégory, à la question. Voilà. Absolument. Merci, Grégory, sur la partie métaverse. Alors, je vois l'autre question. Il y a déjà des mises en relation sur LinkedIn. C'est formidable. C'est le but de ce type de petit déjeuner virtuel. Alors, je vois s'il y a d'autres questions. Mise à jour. Alors, merci Victoire pour faciliter. Alors, ces projets numériques sont-ils gérés par des délégués ou par des MSL? Je pense à une question qui est commune au docteur Marquet et à François.
François, vas-y, parce que toi, tu as… Alors, dans l'absolu, évidemment, ça va dépendre des cas, puisqu'évidemment, je n'apprends rien à personne. Tout ça est bien entendu très, très réglementé. En ce qui concerne l'exemple qu'on a fourni sur Paco 4D, c'est une réunion qui est gérée plutôt par nos délégués et pas par nos MSL, puisqu'on est sur une formation autour d'une de nos aires thérapeutiques. Donc, pour répondre à la question sur le cas qui a été partagé, on est bien sur une réunion qui est gérée par nos délégués. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tous. Je pense qu'il peut y avoir des projets avec les délégués et d'autres projets peut-être avec des natures un petit peu différentes dans le contenu pour les MSL et également pour d'autres professionnels de santé. Je pense aux pharmaciens hospitaliers, par exemple. Bien sûr. Oui, et selon les thématiques, Thierry, que vous soulignez, notamment sur toute la partie autour de la pathologie, donc ce qu'on appelle plus globalement l'environnement, c'est vrai que ça permet une diffusion assez large. Et je vois que il y a des questions, et merci encore pour vos contributions. C'est vraiment très satisfaisant de voir qu'il y a beaucoup de questions. Ça veut dire que le sujet a intéressé. Donc, il y a une question pour vous, François, et une autre sur laquelle je pourrais répondre. La première, c'est cette transformation digitale est-elle acceptée plus facilement en interne Ipsen et, en fait, c'est pour vous Thierry aussi, et Takeda, France et Europe. Donc, cette transformation digitale est-elle acceptée plus facilement en interne, tant chez Ipsen que chez Takeda et en Europe? Je ne sais pas si vous les voyez aussi, les questions. Alors, accepter, c'est un bien grand mot, mais en même temps, s'il n'y avait pas de résistance, ce ne serait pas drôle. Non, je dirais que disons qu'à travers ces exemples de simulation numérique, c'est vrai qu'il y a le challenge technique dont on a parlé fait peur. Très clairement, il faut beaucoup, beaucoup accompagner nos délégués ou nos MSL quand c'est le cas. Pour être à l'aise aussi dans l'animation de ces réunions, l'aspect technique est vraiment un frein parce que ça peut rebuter. Mais quand l'expérience se déroule bien, là par contre, il y a une forme de confiance qui s'installe parce que la valeur est là, parce que les retours sont très positifs, parce que c'est innovant et qu'en fait, le ou les délégués qui sont amenés à organiser ça, tant ils ressentent beaucoup de difficultés en amont, mais en même temps, la reconnaissance et la satisfaction est quand même très importante après et ça débloque donc des situations. Donc, oui, c'est pas simple, c'est pas des gestes qui sont naturels, mais après, il faut voilà, beaucoup d'accompagnement pour que cette transformation se passe, c'est évident. Alors, chez Takeda, c'est très soutenu, depuis le global, en passant par la région et également dans toutes les filiales. Effectivement, il y a un plan mondial lié à l'incitation pour le digital. Et ce n'est pas étonnant, c'est une maison japonaise. Donc, on a vraiment une vocation à aller vers ce genre d'outils et ce genre d'interaction. C'est très variable, je vous le disais, en termes de percée en fonction des pays, des continents. Mais résolument, il y a effectivement un axe qui est développé et qui est promu au sein de l'entreprise. Merci Thierry, merci François. D'autres questions pour lesquelles je souhaitais répondre qui sont donc de M. Chardini. Quels sont les défis rencontrés par les industriels pour promouvoir l'offre de medical education? Alors bien sûr, je pense que Thierry et François, vous pourrez aussi compléter, mais forcément, c'est un peu notre quotidien avec Emmanuel et toute l'équipe. Je pense que on le voit, on a parlé d'interdisciplinarité du côté des pôles de santé. Moi, je parlais également de transversalité par rapport au service, et c'est pour ça aussi qu'on a souhaité inviter François pour la partie multi-channel, la partie marketing, la partie innovation, la contribution de Dr Marquet avec cette recommandation du service médical. Il y a aussi l'IT, il y a aussi la compliance, enfin tous les sujets, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un projet qui doit être avant tout, qui doit être, je dirais, de sens pour les pôles de santé qui vont être présents, bien sûr d'avoir cette démarche éthique
que nous avons au quotidien avec tous nos interlocuteurs, à respecter bien sûr le cadre qui est celui des laboratoires, et on sait qu'il est extrêmement encadré. Et donc, dès l'instant où, pour répondre à votre question, on sait que la thématique elle est intéressante, et ça répond peut-être à une autre question qui est sur le sujet du contenu et l'importance et la pertinence des contenus dans un modèle hybride. Y a-t-il des études, des tendances d'intérêt qui se dégagent aujourd'hui? Alors, je laisserai peut-être Emmanuel et Thierry en parler, mais il est clair qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'interdisciplinarité, notamment dans les pathologies chroniques, dans la prise en charge de pathologies lourdes, notamment en oncologie. Et il est clair que eh bien, ces fameux RCP virtuels qu'on a évoqués, ça donne un intérêt à participer à ce type de réunion. Donc oui, bien sûr, mettre en place un projet de ce type-là, on en a fait de très nombreux chez Sim4Health. Ça nécessite un support, comme vous l'avez dit Thierry, bien sûr du laboratoire et de tous les acteurs qui sont présents en interne pour que ça puisse marcher. Et je pense que l'exemple de Paco 4D avec les équipes de Clara, avec lesquelles François vous avez pu travailler, le montre bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Merci Samy qui nous salue. Je regarde également le soutien de Victoire. Merci ce contenu. Les industriels, on a parlé. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Ah oui, alors d'un point de vue juridique ou réglementaire, qui est responsable des solutions virtuelles? Alors, je peux peut-être vous en parler sur les contrats que nous avons avec l'ensemble de nos acteurs. C'est bien sûr des contrats où l'ensemble du contenu, alors tout dépend, je dirais, de la typologie. Si on prend celle de la partie plateforme maladie rare, eh bien, c'est Sim4Health qui en est, je dirais, le contributeur avec tous les partenaires de contenu qui vont amener ce contenu scientifique qui va être ensuite mis dans les simulateurs numériques. Pour ce qui est des laboratoires, eh bien, il y a un engagement, bien sûr, de leur part avec les contributeurs également qui vont pouvoir participer sur les projets. Tout ça est bien sûr codifié en interne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, la question sur gérer par délégué au MSL a été traitée tout à l'heure. Est-ce que vous voyez d'autres questions? On a dépassé légèrement le temps, mais ça permet de répondre aux questions. Est-ce que Thierry, alors, une question peut-être en finale. Comment va se transformer la place du patient dans cette transformation? Est-ce le moment de l'intégrer plus directement au monde du soin? Belle question de la place du patient. Alors, Thierry, je rappelle que vous êtes responsable au sein de Takeda de l'accès aux patients de l'innovation. Donc ça, c'est une question qui doit vous faire plaisir. Ben oui, ça me fait plaisir, évidemment. Ça reste notre objectif à tous. Le patient, son entourage aussi, dans les pathologies chroniques, graves, rares, en particulier, dont nous sommes spécialistes, nous, chez Takeda. Je dirais que oui, et je pense qu'il faut aussi peut-être développer avec eux, parce que je pense que la co-création avec les associations de patients en particulier, parce que c'est les seules interfaces que nous ayons droit d'avoir, je pense que cette co-création peut aussi s'imaginer dans des vertus pédagogiques à destination de leurs membres des associations de patients. Et je pense que ces outils numériques, eux, ils y croient beaucoup, les associations de patients, peut aussi évidemment être à terme quelque chose d'utile et de très utile, évidemment. Vous savez qu'on a de plus en plus de patients dits experts, mais il y a même des formations liées à ça. Et donc, ça pourrait être des supports qui puissent être animés par des patients experts. Qui ensuite pourraient déployer. Il y a une autre dimension que je voulais dire, c'est Coalition Next. Coalition Next, il faut savoir que c'est né pendant la phase du Covid. D'ailleurs, Sim4Health, bravo, parce que vous avez remporté. Donc, vous êtes modeste, mais c'est des appels d'offres de Coalition Next. Donc, vous avez remporté ce projet sur la plateforme Maladie Rare, donc bravo à vous. Nous la présidons, Takeda, pour l'instant, cette coalition Next. C'est une initiative qui d'ailleurs regroupe du public et du privé, faut le savoir, et qui se mobilise pour améliorer le parcours patient. Donc on parle bien des patients,
au travers des solutions numériques. Donc, c'est très important aussi de voir qu'il y a aussi des alliances publiques, privées et des alliances de laboratoires. Ça, c'est aussi nouveau. C'est aussi ce que la crise nous a appris. Ensemble, on est plus fort. Et on est plus fort pour aller dans le bon sens, celui de promouvoir en particulier ces solutions nouvelles de e-santé, solutions numériques, solutions digitales. Ça, c'est extrêmement important. Et de discriminer entre les propositions, et vous avez gagné sur les maladies rares, de discriminer les contenus et la qualité des contenus. Parce que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est ce qui fera toujours la différence, ainsi que ceux qui les animent, bien évidemment. Et au-delà de ça, comme le disait François, aussi les aspects technologiques, maîtriser la technologie. C'est aussi très important. Merci Thierry pour ce témoignage et puis ce petit clin d'œil, c'est vrai, par rapport à notre projet retenu par Coalition Next et qui répond peut-être à une des questions aussi, et on terminera là-dessus, d'avoir 4 partenaires pharmaceutiques qui se réunissent pour une cause qu'ils jugent importante, qui est un vrai sujet de santé publique. Et je remercie également, bien sûr, Emmanuel et toute l'équipe qui travaille sur ce projet parce qu'il est, je pense, symbolique de ce travailler ensemble que vous avez souligné. Alors, on pourra en parler encore pendant des heures. François, je vous laisse… Voilà, si vous le permettez, je voudrais juste compléter avec un élément sur la réponse de Thierry par rapport à la question du patient. Parce que c'est vrai que donc, Ipsen est également partenaire de Coalition Next qui nous donne l'opportunité de revoir beaucoup de dossiers. Et c'est vrai, oui, clairement, la numérisation des services va répondre à beaucoup d'enjeux, les déserts médicaux, la capacité à être mieux suivi, notamment avec des solutions de télésurveillance. Après, il faut faire attention parce qu'on le voit de plus en plus à ne pas tomber dans la surnumérisation. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir une tendance aujourd'hui à vouloir une certaine autonomisation du patient et on voit des solutions qui finalement poussent ce concept à l'extrême et je ne suis pas sûr que côté patient, on veuille finalement se retrouver seul chez soi avec une application qui va pouvoir tout gérer. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse trouver ce juste milieu entre le service et surtout ce qui nous anime à travers toutes ces solutions, l'utilité. Bien, merci François, merci pour cette belle conclusion ainsi que Thierry. Merci Emmanuel également pour ta contribution. Merci bien sûr à Victoire, à Clément Canic que je vous cite également en complément des adresses que vous voyez. Clément qui accompagne tous nos clients sur la démonstration de ces outils. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Vous aurez un mail de sa part, notamment sur des démonstrations concrètes d'usage de simulation numérique en présentiel et bien sûr en distanciel. Merci à vous tous pour votre participation et vos questions. C'est un vrai plaisir. Donc, n'hésitez pas, vous allez recevoir de la part de Sim4Health le questionnaire de satisfaction. Donc, c'est un élément qui est important pour nous parce qu'il permet de savoir si ce contenu a répondu à vos attentes. On sait que le contenu est important et surtout si les nouveaux sujets qui peuvent apparaître. Et on aura à cœur avec toute l'équipe de Victoire d'organiser les prochains webinaires de Sim4Health. Passez une bonne journée et encore merci à tous pour votre participation et votre temps. À bientôt.